Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Narlé Denis, elle vient nous présenter le groupe Harmonie. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, vivre le moment présent. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres, sa chronique « Tout le monde n'aime pas la musique ». Bienvenue chez nous. Vous écoutez Folie douce. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. J'accueille maintenant mon invité, Narlé Denis. Bonjour, Mme Denis. Oui, bonjour, Yvan. Bienvenue à l'émission. Vous êtes coordonnatrice au service d'intervention chez Groupe Harmonie. C'est ce qu'on va parler comme ressource. On n'a jamais invité dans nos 34 ans d'existence cette ressource. Mais d'abord, parlez-nous donc un peu de vous. Ça fait longtemps que vous œuvrez à cet organisme? Ça fait bientôt 2 ans que je suis là à cet organisme-là en tant que coordonnatrice. Avant mon arrivée, il n'y en avait pas. Donc, c'est la directrice qui faisait un peu les deux rôles. OK. Avez-vous déjà œuvré dans le domaine de la santé mentale ou c'est une première pour vous? Non, j'ai travaillé en santé mentale au CHUM pendant plusieurs années, 5 ans et demi. J'étais à l'hôpital Notre-Dame. Dans le fond, je travaillais comme éducatrice spécialisée. Et ensuite, j'ai été formée pour donner de la formation au niveau de la gestion de crise. Fait que c'est comme ça, j'ai continué jusqu'à là. Jusqu'à maintenant, oui. Ouais. Comment on peut présenter le groupe Harmonie? On veut tout savoir, puis on a du temps pour le savoir. Donc, comment on peut définir ce que c'est? Bien, le groupe Harmonie, ça a été fondé en 1983. C'était une initiative de l'équipe du soutien à l'autonomie aux personnes aînées du CLSC Métro. Donc, CLSC Métro se retrouve dans le secteur de Peter McGill à Montréal, donc proche du métro Guy Concordia à Atwater, dans ce secteur-là. Ensuite, ben c'est ça. Dans le fond, nous, on aide les personnes de 55 ans et plus qui sont prises avec une dépendance, que ce soit alcool, médicaments ou autres substances psychoactives. Puis, dernièrement, on a développé aussi un penchant vers le repérage de personnes aînées vulnérables dans le quartier. OK. Puis c'est ça, c'est un quartier quand même qui est... Il y a des gens qui habitent le quartier, il y a des gens qui sont de passage. C'est un quartier qui est quand même dense aussi, hein? Il y a beaucoup de gens. Oui, comme c'est au centre-ville, il y a beaucoup de grandes tours avec beaucoup de personnes qui habitent là-bas. Et nos services se répandent aussi sur 2 CIUS, je dirais le CIUS Centre-Sud et le CIUS Centre-Ouest. Fait que un de nos services est plus large, je dirais. Puis on a aussi des intervenants qui œuvrent dans 2 HLM puis une RPA du quartier Peter McGill. Donc là aussi, il y a beaucoup de besoins. Donc, vous vous déplacez beaucoup vers les gens, en fait, c'est ça? C'est pas que les gens viennent nécessairement vous voir ou vous avez peut-être un local pareil, mais c'est plus que vous êtes dans la collectivité, hein? Oui, effectivement, c'est un service qu'on offre de se déplacer vers les gens. On offre du soutien à domicile. Avec les intervenants en toxicomanie, c'est spécifiquement ça, le suivi individuel. Ça peut être aussi que les gens viennent nous voir parce que des fois, ils ont envie de sortir. Ça brise un peu l'isolement de sortir. Donc, ils peuvent nous rencontrer à nos locaux qui est dans le CLSC Métro. Ou des fois, on peut avoir des points de rencontre avec ces personnes-là, dépendamment de où ce qui se situe. Fait que c'est très varié. Et on a aussi des rencontres téléphoniques. Si jamais la personne est un peu en dehors de notre secteur, on permet quand même que les intervenants fassent un suivi téléphonique. Les autres intervenants qu'on a dans notre 2e volet, c'est soutien au logement communautaire. Donc, eux autres sont vraiment dans le HLM. Donc, eux autres sont dans le milieu de vie des personnes qu'on soutient. Puis, on a un autre volet qui est plus initiative de travail de milieu. Donc, eux autres font plus du repérage, mais à l'extérieur, dans le quartier spécifiquement Peter McGill. Vu qu'il y en a plusieurs travailleurs de milieu à Montréal, on essaie un peu de respecter les secteurs, je dirais. Les zones, ça. Chacun un peu son secteur. Chacun son carré de sable, comme on dit. Hein? Exact. Est-ce qu'on pourrait dire que on a toujours l'impression, les gens peut-être qui habitent le centre-ville ou qui fréquentent beaucoup le centre-ville, on a toujours l'impression que c'est un peu une clientèle différente du reste de la ville de Montréal. Est-ce qu'on pourrait dire ça ou pas vraiment? Bien, la seule différence que je verrais, c'est qu'ils sont beaucoup exposés à des enjeux sociaux comme l'itinérance dans le quartier où on est. Il y a beaucoup d'itinérance, beaucoup de consommateurs un peu plus jeunes aussi. Fait qu'il y a
l'insécurité dans les milieux de vie, des problématiques d'insécurité et de salubrité, c'est très présent là, dans le secteur du centre-ville. Oui. Comment ça se passe au quotidien? Comment on pourrait décrire un peu les interventions? On parlait un peu de façon large, mais au jour le jour, comment ça peut se passer? Bien, si je parle spécifiquement du soutien en logement communautaire, bien, eux autres sont sur le terrain avec les personnes. Ils offrent des activités communautaires pour aider les gens. Tu sais, dans ces logements-là, il y a des salles communautaires. Fait que ils offrent des activités pour regrouper un peu les personnes, mais ils offrent aussi des rencontres individuelles. On fait beaucoup de porte-à-porte aussi pour faire du repérage s'il y a des personnes vulnérables qui ont besoin d'être référées au réseau, au CLSC ou à d'autres services communautaires. Dernièrement, on a fait un porte-à-porte aussi avec la SPVM dans le cadre en tout cas, de visiter un aîné, le cadre du projet Visiter un aîné. Ouais. Donc, on essaie de repérer et soutenir les personnes vers les services qu'ils auraient besoin. Et d'être proactif, parce qu'on pourrait penser que les gens vont chercher des services, mais c'est pas nécessairement le cas. Les gens des fois savent pas où s'adresser ou sont peut-être se sentent pas vraiment à l'aise pour le faire. C'est peut-être ça que vous rencontrez aussi comme... Oui, quand même. Je dirais les personnes de 55 ans et plus, souvent, ils ont tendance à soit pas vouloir déranger. Peut-être aussi, ils ont eu une mauvaise expérience auparavant avec le réseau, donc c'est trop compliqué pour eux. Ils ont besoin de support et d'accompagnement à ce moment-là. Fait que c'est là qu'on vient en aide à ces personnes-là. Ils n'ont pas tendance à le faire tout seuls. Même si qu'on leur donne l'information, parfois, ils se sentent un peu dépourvus. Puis il y a aussi un enjeu de langue dans ce secteur-là. Ouais. Il y a beaucoup de langues différentes. Fait qu'on essaie de trouver des moyens de soutenir les personnes de différentes langues. Heureusement, dans notre équipe, maintenant, on a des hispanophones, des anglophones, francophones. Donc, on peut aider dans ces langues-là. Mais pour les autres langues, on essaie de trouver d'autres ressources qui peuvent venir nous soutenir aussi puis aider ces personnes-là. Est-ce que de base, chez Groupe Harmonie, il y a toujours eu un peu ces services-là en anglais, français et d'autres langues? Ou, surtout toxicomanie, c'était toujours anglais-français, le volet surtout toxicomanie. Mais là, maintenant, on a ajouté l'espagnol, vu qu'on a des intervenantes qui sont capables de parler cette langue-là. Qu'est-ce que vous retenez peut-être ou vous percevez des intervenants? Parce que c'est pas un job facile, comme on dit, là. Puis j'ai l'impression que ces gens-là aiment faire leur travail parce qu'ils aiment. Comment vous percevez leur travail ou qu'est-ce que vous avez comme retour là, sur leur travail? Qu'est-ce qu'ils vous en disent? Bien, ce que j'aime de notre équipe, c'est vraiment c'est des intervenants qui sont le cœur sur la main. Ils sont vraiment intéressés aux personnes qu'ils aident. Ils ont leur intérêt à cœur. Fait qu'ils vont vraiment déployer toutes les ressources possibles pour soutenir la personne dans leurs besoins. Puis une des approches qu'on a, c'est vraiment d'entendre le besoin de la personne, entendre qu'est-ce que la personne veut. Puis on l'accompagne à la réussite de son objectif à elle. Fait que c'est un peu ça, je trouve, qui est la beauté de notre équipe, là. Les intervenants sont très flexibles, à l'écoute de ce que les gens veulent et veulent changer dans leur vie. Puis ils offrent des ressources, ils accompagnent, donnent des trucs, sont très proactifs pour aider les personnes à atteindre leur objectif personnel. Oui. Dans la société, en général, les gens, je pense, ne sont pas trop au courant de ce genre de service-là. T'sais, on a toujours l'impression qu'il existe des services, on va à l'hôpital, on va au CLSC, on va à la clinique, on va ici, on va là, mais que des intervenants se rendent chez les gens, c'est pas si connu, puis pourtant c'est bénéfique comme service. Oui, malheureusement, à cause du roulement de personnel, souvent dans le communautaire, bien, des fois, il y a comme des bris d'informations. Je dirais, l'information n'est pas relayée à la communauté ou il y a un manque de promotion de l'organisme. C'est un peu ça qui est arrivé quand je suis arrivée. Il y avait un manque de personnel. Donc, la promotion n'était pas beaucoup faite, mais depuis les 2 dernières années, on en a fait beaucoup. Puis, vraiment, les gens commencent à nous connaître. Les intervenants, même du réseau, nous interpellent. Puis, on a des appels là, chaque semaine de personnes qui recherchent de l'aide. Fait qu'on est content de pouvoir se faire connaître puis d'être connus par la communauté. Oui, on est en compagnie de Narlé Denis, donc vous êtes coordonnatrice au service d'intervention à Groupe Harmonie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en société pour mieux démystifier la santé mentale? Une question un peu large, mais vous parliez tantôt, vous avez quand même œuvré dans le domaine de la santé mentale. On a l'impression qu'il y a toujours des barrières encore. Il y a encore des gens qui ont certains préjugés, ces choses-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme globalement ou précisément pour améliorer la perception? Bien, nous, l'approche qu'on a beaucoup développée ces derniers temps, c'est le aller vers les gens.
c'est sûr, pour le réseau, c'est un peu complexe de faire ce genre de service-là. Ça demande du personnel. Mais nous, vu qu'on peut le faire, c'est ce qu'on a trouvé qui fonctionnait le mieux, d'aller vers les gens pour les informer de ce qu'il y a et de les accompagner vers les ressources. Ça, c'est vraiment apprécié par la clientèle qu'on reçoit, surtout la clientèle 55 ans et plus, qui est un peu méfiant. Puis quand on va vers eux, ça nous permet aussi de développer ce lien de confiance-là qui fait que quand on propose des solutions ou des ressources ou des choses comme ça, ils sont plus ouverts à être accompagnés. Vous êtes plus agile aussi pour le faire. Là, vous avez une équipe qui est plus agile, qui est capable d'aller les voir, mais ça donne un résultat. Là. Les gens sont réceptifs quand vous y allez. Oui, tout à fait. Puis c'est pas... ça prend plusieurs rencontres avant que la personne s'ouvre. Donc, nous, vu qu'on a cette possibilité-là dans notre organisme de faire un suivi sur le long terme, bien, on a le temps de développer ce lien de confiance-là. On a le temps de voir avec la personne qu'est-ce qu'elle veut vraiment faire comme changement, puis de trouver les ressources et l'accompagner aux ressources. Oui. Diriez-vous que la situation s'empire ou s'améliore en termes de détresse, spécialement au centre-ville? Là? On a toujours l'impression que c'est de pire en pire les conditions. En fait, il y a beaucoup d'enjeux, là, comme on en parlait tantôt, d'itinérance, de consommation, puis toutes sortes de choses. Est-ce que vous diriez quand même qu'on a de l'espoir quelque part? À mon avis, à moi, ça s'empire. Ouais. Puis ça, c'est parce qu'il y a comme un manque de ressources et dans le communautaire et dans le public. Dans le réseau de la santé. Il y a beaucoup de manque de ressources. Fait que, la demande est tellement grande, puis c'est dur à combler. Donc, je pense qu'à cause de ça, les choses s'empirent. Puis il y a une grande population qui est vieillissante aussi, qui a de la méconnaissance par rapport aux certaines problématiques, comme la gérontoxicomanie. C'est pas beaucoup connu. C'est pour ça qu'on offre aussi des ateliers de sensibilisation, de prévention dans les ressources ou les habitations où est-ce qu'il y a des aînés. Fait qu'il y a beaucoup de méconnaissance puis aussi de manque de personnel pour aider les gens à connaître qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que c'est cette problématique-là. Et ça, c'est la prise de médicaments, c'est un peu ça, en trop grande quantité, c'est un peu ça? Bien, ça peut être la prise de médicaments mélangée avec de l'alcool. Des fois, on a des personnes qui consomment des drogues plus fortes comme le crack, puis sont plus en situation vulnérable, itinérants. On a différents niveaux. Il y a des personnes qui sont aisées, qui viennent ils viennent de tomber à la retraite, mais là, ils s'ennuient. Fait qu'ils consomment, ils sont un petit peu plus que d'habitude. Wow. Fait que c'est tous ces types de clientèle qu'on aide. Il nous reste quelques secondes, Narlé. Donc, si on peut mentionner peut-être le site web de l'organisme et le numéro de téléphone, parce que vous êtes toujours ouvert. En fait, si des gens s'intéressent à ce que vous faites et ils veulent peut-être avoir des services, on dit qu'il y a beaucoup de demandes, mais à quelque part, vous êtes quand même ouvert, je pense. Oui, on est ouvert. Justement, sur le site web, on a la section « Nous joindre » où est-ce qu'il y a même un formulaire qui peut être rempli pour dire un peu c'est quoi la demande, puis c'est moi qui fais le retour d'appel. Okay. Fait que le site Internet, c'est le groupeharmonie.org. Puis le numéro de téléphone, c'est le 514-939-2640. Donc, vous pouvez appeler, puis on va vous rappeler dans les meilleurs délais. C'est intéressant. Il faut être spécialement dans le secteur du centre-ville, idéalement. Là. C'est quoi la limitation à peu près de rue? Bien, pour les interventions en toxicomanie, c'est un peu le secteur du centre-ville, mais pour les ateliers, on est un peu sur toute l'île de Montréal. Là, on est prêt à élargir. Puis, tu sais, même en toxicomanie, si vous êtes un peu plus loin, le secteur de l'ouest de l'île ou un peu plus dans l'est, le nord, on peut quand même soutenir au niveau téléphonique. On peut référer à d'autres ressources. On essaie de soutenir même si que vous êtes à l'extérieur du territoire. C'est à peu près, on se dit à peu près 30 minutes de distance pour les intervenants entre le bureau et le domicile de la personne pour des rencontres en présentiel. OK. Bien, merci beaucoup. Ça fait intéressant, instructif. Merci beaucoup, Narlé Denis. Vous êtes coordonnatrice au service d'intervention du groupe Harmonie. Bonne continuation, puis à la prochaine. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça nous fait plaisir. Au revoir. Folie Douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio et venez nous voir. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, vivre le moment présent.
Oui, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, de vivre le moment présent. L'importance de le faire, là. Oui, parce qu'on vit dans... C'est une vie qui est très mouvementée, puis des fois, on a peur de l'avenir, on pense trop à l'avenir, ou des fois, on peut être obnubilé par notre passé qui a été difficile, etc. Puis ce qui fait en sorte qu'on est toujours un petit peu anxieux pour l'avenir, alors qu'aujourd'hui, maintenant, on se parle, on vit ça, donc il faut faire... C'est difficile des fois, mais il faut quand même s'efforcer de faire ça, je pense. Oui. Alors, j'ai sélectionné 2 articles que j'ai trouvés sur Internet. Le premier article s'appelle « Vivre le moment présent ». Comment j'ai appris à ne plus me projeter dans le futur. Ouais. Et c'est écrit par une dame du nom de Aisha Khan, qui est étudiante en rédaction et communication, qui affirme de plus en plus son intérêt pour les domaines du féminisme, de la sensibilisation à la santé mentale. Alors, cette Madame Aisha Khan nous dit « Alors que je m'enlisais dans la nouvelle réalité du confinement instauré en raison de la pandémie en mars 2020, j'ai été amenée à vivre dans le présent. » Elle nous dit « J'ai été plus chanceuse que la plupart des gens. J'avais une voiture et je vivais près de la campagne. J'étais encore profondément troublée par le confinement obligatoire. Ainsi, au fil des semaines, un sentiment de léthargie, d'ennui insupportable et de solitude a commencé à m'envahir. » Elle nous dit « Dès que la neige a fondu, je me suis réfugiée dans ma voiture. Conduire même jusqu'au dépanneur pour acheter une collation me donnait le sentiment d'avoir accompli quelque chose et d'être allé quelque part. Cette illusion m'a permis de garder les pieds sur terre à une époque où la vie semblait si affligeante. Plus la sinistre immobilité me rongeait, plus mes trajets en voiture s'allongeaient. Ainsi, j'ai découvert des endroits où je pouvais m'asseoir, respirer et observer la nature. J'ai commencé à remarquer des choses en conduisant et rapidement à m'arrêter quand je voyais quelque chose d'attrayant, sortant mon téléphone et sautant de la voiture avant même de prendre le temps d'éteindre le moteur. Le printemps a fait place à l'été et j'ai passé mes journées à conduire sans rien faire et à prendre des photos. C'est drôle comme ce fameux confinement a changé beaucoup de gens. Souvent, ça nous a fait, ça a amélioré certaines choses. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Oui, ça nous a un peu transformés. Oui. Madame Khan nous dit, petit à petit, mes appareils photos se sont accumulés sur le siège passager. Une nouvelle habitude venait de voir le jour. Ma voiture et mes photos sont devenues mes plus proches compagnons. Et j'ai commencé à utiliser la photographie pour vivre véritablement l'instant présent. Les photos n'étaient pas extraordinaires, mettant en vedette un arbre enveloppé de brume dont les branches nues se balançaient ou un soleil orange vif projetant son reflet dans un ruisseau dormant. Mais je n'ai pas photographié ces choses parce qu'elles étaient profondes. Prendre des photos m'a permis de m'ancrer dans le présent, ce qui était nouveau pour moi. Je suis une planificatrice, nous dit-elle. J'ai besoin de savoir ce qui s'en vient et de planifier méticuleusement chaque étape. Il m'arrive souvent de franchir une étape parfaitement planifiée de ma vie et de commencer à planifier ma prochaine action sans prendre le temps de me réjouir d'abord de ma réalisation. Ceci étant dit, l'immobilité forcée imposée en 2020 m'a stressé. Ne pas savoir quelle serait la prochaine étape, juste le fait de ne pas le savoir me rendait tendu et préoccupé. Auparavant, dit-elle, quand j'avais commencé à prendre des photos plus sérieusement, je photographiais les choses de manière nette et symétrique. Lorsque je percevais une silhouette, je la cadrais au centre. Le temps devait être parfait et la photo devait correspondre exactement à ce que mes yeux percevaient sans cadrage créatif ni aucune abstraction. Ma sœur m'a dit une fois que mes photos ressemblaient aux résultats de Google Images, que si elle recherchait un lieu, des photos comme les miennes apparaîtraient et que rien de ce qui les concernait n'était unique. Cela m'avait contrarié à l'époque, mais maintenant je comprends. Mes photos étaient trop plates, voire déformables. Elles étaient totalement dépourvues d'originalité.
Cette période de ma vie m'a permis d'apprécier la vie à la campagne. Chaque fois qu'un élément se déplaçait et s'orientait d'une manière qui me saisissait, je dirigeais mon attention vers cette muse éphémère. J'ai commencé à saisir les moments avec une perspective et un objectif transformé. Madame K nous dit un bon matin, un brouillard recouvrait le sol. J'ai sauté dans ma voiture et je me suis précipité vers la campagne, prenant des photos de vaches en train de brouter, de vastes terres agricoles, d'oiseaux planant au-dessus de la rivière. Je l'ai également fait pendant un orage, après une forte pluie. Et dans l'heure qui précédait le coucher et le lever du soleil presque tous les jours. Je me suis concentré sur ce que je pouvais voir, entendre et parfois toucher. Je dispose désormais de cette nouvelle compétence et je crois sincèrement que je suis désormais une meilleure photographe et une meilleure artiste. Effectivement, la photo et les animaux, ça peut nous aider à être dans le temps présent. On va continuer plus tard à l'émission sur ton sujet, vivre le moment présent. Merci Pierre. À venir dans cet épisode de Folie douce, notre chroniqueuse Catherine Stassin apporte sa chronique avec un sujet étonnant. Tout le monde n'aime pas la musique. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Vivre le moment présent ». Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à nos productions? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. On y va maintenant avec la chronique de Catherine. Bonjour Catherine Stassin. Bonjour Yvan. Bonjour. Alors aujourd'hui, ta chronique, c'est « Tout le monde n'aime pas la musique ». Est-ce que ça se peut, ça? Je pensais que tout le monde aimait la musique. Eh bien, écoute, je dois t'avouer que moi, la première fois de ma vie où j'ai rencontré quelqu'un qui a dit clairement « Non, moi c'est comme du bruit, la musique », je croyais que c'était pas comme un caprice, mais je me dis, mais enfin, c'est pas possible, quelqu'un qui aime pas la musique, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Au moins un genre de musique, il y a des gens qu'on aime pas. Oui, c'est ça, tout à fait. On finit toujours par aimer quelque chose. J'ai jamais rencontré, je n'avais jamais rencontré quelqu'un. Même chose pour moi. Ça fait plaisir en général, la musique. C'est sûr. Eh bien, on apprend qu'en fait, tout le monde ne reçoit pas du plaisir dans l'oreille en écoutant de la musique. C'est assez spécial, en fait, parce que la musique fait partie de notre culture, de toutes les cultures en général, quelle qu'elle soit. Il y a de la musique impliquée, que ce soit des rythmes de base, de tam-tam, que ce soit de la corne. La musique fait partie de nos vies, vraiment. On sait qu'on se rappelle de la musique en général, si on s'est marié ou si on était à une fête, on l'associe à quelqu'un qu'on a rencontré. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez de base dans notre vie, la musique, quelque chose dont on... Ça vient comme nourrir nous-mêmes à l'émission. C'est sûr qu'on fait de la radio, ça vient souvent de la musique, mais on aurait pu faire une émission que parler. Mais du début, on se disait la musique va faire en sorte que entre les segments, ça va nous laisser peut-être digérer un peu plus, comprendre un peu plus, assimiler un peu plus ce qu'on vient d'entendre. Donc la musique vient comme, je sais pas, donner un baume ou venir l'agrément, accompagner. Là. Et puis... En fait, on se fait plaisir quand on écoute de la musique, c'est ça. On se dit, une bonne toune, même une toune qu'on aime moins. Bon, en fait, on se fait plaisir. Et là, c'est la clé un petit peu de tout. Je ne dis pas le problème parce que pour ces gens, ce n'est pas un problème. Les gens qui souffrent d'anédonie musicale. Anédonie, ça vient de hédonisme, donc le plaisir, et anédonie, sans plaisir. Donc les gens qui vraiment ne retirent aucun plaisir de l'écoute de la musique, quelle qu'elle soit. Et ça s'écrit A-N? A-N-H-E-D-O-N-I-S-M-E. Tout ce sera sur le site. Oui, c'est ça. Anédonie. Anédonie musicale. En fait, ces gens,
ce n'est pas un problème pour eux parce qu'ils n'en souffrent pas en tant que tels. Ils ont du plaisir, ils peuvent avoir du plaisir en mangeant, par exemple, comme d'autres personnes, ou du plaisir, certains ont du plaisir en jardinant. Donc en fait, ce qui compte, c'est d'avoir un message que notre cerveau va envoyer. On en retire du plaisir de cette activité. Et pour eux, c'est pas la musique, c'est autre chose. Il n'y a pas ce chemin de circuit de récompense avec la musique. Donc, en effet, c'est un bruit. C'est quelque chose qui n'est pas nécessaire et qui n'est vraiment pas utile à leur bien-être. Et ce que tu as dit, c'est vrai. C'est une récompense, la musique. Pour ceux qui aiment la musique, c'est souvent une récompense. Ça nous fait du bien. Voilà, ça passe en tout cas par notre circuit de récompense du cerveau, comme quand on mange quelque chose qu'on aime bien, pour la plupart des gens, on a une récompense, donc on en retire du plaisir, d'accord ? Eh bien, là, on voit que le plaisir musical n'est pas du tout le même d'une personne à l'autre, peu importe la musique, parce que ces gens qui ont cette condition, on va dire, c'est pas une maladie, c'est environ 2 à 5% de la population. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître et qui n'osent pas dire non, moi en fait la musique j'aime pas ça, c'est du bruit. Donc ils vont savoir qu'en fait c'est une condition, elle existe chez une partie de la population et des fois elle arrive suite à un accident cérébral ou elle est congénitale. Donc vraiment on va naître comme ça et puis ça fait partie de nous, de notre bagage génétique, et puis c'est tout. Donc, autant l'accepter, et c'est pas un problème. Et comme cette personne que j'ai rencontrée, qui avait osé dire, en fait, non, moi, la musique, c'est du bruit. Je dis, oui, mais alors, tu dois aimer, par exemple, l'opéra, ou tu dois aimer... J'essayais tous les styles. Quelque chose. Mais non, en fait, la musique, c'est un langage qui ne lui procurait aucun plaisir, aucune récompense par ce fameux donc circuit auditif du cerveau qui va au cerveau et qui donne la récompense. Mais 2 à 5%, ça m'étonne qu'il y a autant de gens. Oui, c'est beaucoup. Hein? Je ne croirais pas ça, 5 personnes sur Alors peut-être qu'il y a 100. des degrés. Ouais. Il y en a qui vont tolérer, mais ceux peut-être qui vont entendre ça vont dire « Ah ben dans le fond, je n'ai pas enduré ça parce que ça existe et je vais le dire maintenant. » Et du coup, les gens vont plus se déclarer. C'est possible, oui, aussi. Comme ayant cette condition d'anédonie musicale, parce que c'est pas hyper bien vu dans notre société non plus. En général, on aime tous un style musical ou un autre, ou la bonne musique. C'est quand même extrêmement rare d'oser, de rencontrer des gens qui osent vous dire « Non, moi, la musique, pour moi, c'est du bruit. » C'est pas très populaire comme déclaration. Moi, j'ai rencontré une fois une personne qui n'avait pas de radio dans sa voiture. Puis il disait, j'aime mieux ça. Je ne sais pas s'il faisait partie de ça. Ça faisait drôle un peu. Dans une voiture, souvent, tu as besoin de quelque chose pour faire jouer, que ce soit la radio ou de la musique, là, ou peu importe. Mais dans son cas, apparemment, il était peut-être dans cette catégorie-là. Il n'aimait pas la musique. Et en conduisant aussi, ça peut devenir ennuyant un peu. Oui, je pense que, ou ce sont des choix vraiment parce que c'est quelqu'un qui aimait faire le vide dans sa tête. Possible aussi. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que de l'autre côté de cette condition, il y a ce qu'on appelle les hyperhédoniques musicaux, c'est-à-dire ceux pour qui, et ça c'est un quart de la population, ceux pour qui la musique est vraiment essentielle, où il y a une procuration. Moi, oui, on lève tous la main ici, Pierre, je pense. Je vois Pierre avec la main levée. Moi, j'ai la main levée aussi. En tout cas, moi je sais que si je mets une chanson qui me fait du bien, là, mon humeur peut changer du tout au tout. Et si j'allais pas trop bien, cette chanson va me booster. Ouais. Et même si elle me booste pas, des fois je me dis tiens, j'ai envie d'écouter cette tune-là en particulier. Ça me procure du plaisir, je suis bien après. Et ce quart-là, tu l'appelles comment? Hyper-hédonique. Donc, hyper-hédonique, voilà. Et non pas anédonique. Voilà, ceux qui ne vivent pas de plaisir avec la musique, tandis que les hyper-hédoniques... J'en suis un. Voilà. Oui, il y en a d'autres qui vont se reconnaître. C'est sûr. Donc, et puis il y a tous ceux au milieu qui aiment la musique ou sans trop. Mais moi, franchement, quand j'ai appris ça, j'ai repensé à des gens qui peut-être ne se déclarent
déclaraient pas, mais qui étaient pas très musicaux. Et puis je me dis aussi, mais tiens, ils ont pas de disques chez eux du temps des disques. Ouais. Ils n'ont pas. Tiens. Et peut-être que c'était des gens qui n'avaient pas besoin de ça en fait. Hein. Et ils osaient peut-être pas en se disant, je vais pas être un rabat-joie. Oui, ou dans le fond, oui, tout à fait. Et puis ils vivaient peut-être très bien sans musique, juste écouter un peu la radio ou la télé pour une émission. Ouais. Mais voilà, la musique c'était pas leur truc. Ouais. Et on va faire aussi des petites nuances, hein, et c'est assez rigolo, entre guillemets rigolo, hein, parce que on parle aussi, dans ces différentes conditions qui concernent la perception de la musique, de l'amusie. Alors c'est de nouveau une condition, l'amusie, donc... non pas la musique, c'est non, l'amusie. C'est très proche, hein. Ouais. Ça, c'est les gens qui ont zéro sens du rythme ou de la musique. On en connaît tous. Ouais. On en connaît tous quand on a un concert qui battent à l'envers du rythme ou qui battent pas du tout, mais qui se dandinent pas comme il faut. Enfin, pas comme il faut, excusez-moi, je veux pas dire qu'il y a une manière de faire. Le rythme. Qui absolument pas, et qui ne vont absolument pas comprendre une note plus basse ou une note plus haute ou... je parle même pas de chanter juste ou faux, hein, non. Parce que moi je suis vraiment pas bonne en chant, mais je peux. La majorité de la population chante assez ordinairement, mais c'est ça. Merci, oui. Non, mais en général, non, mais je m'inclus là-dedans. Oui, mais je trouve que, enfin moi ce qui m'a frappé ici au Québec, vraiment, je trouve que il y a beaucoup de gens qui chantent bien au Québec. Oui, quand même. Je sais pas d'où ça sort, mais en tout cas, on le voit ça me complexe un peu pas mal on le voit dans les concours, dans les karaokés d'entreprise, ou dans les émissions sur de découverte de chant. Là. Voilà, oui, tout à fait. Et puis, donc, l'amusie, c'est une affectation, une condition neurologique. Hein. Donc, on ne comprend pas les accords, on ne comprend pas une mélodie, d'accord ? Et donc, ça peut être dû à une lésion cérébrale ou ça peut être congénital aussi, comme l'anédonie. Et puis alors, quelque chose où il y a des grands noms qui s'inscrivent. Et là, c'est toujours plus le fun de se dire « Oh, mais moi, je suis comme un tel. » Alors ça, on parle de dysmusie, comme les gens sont dyslexiques, dysorthographiques. Les dysmusicaux, ça, ce sont des gens qui... perçoivent la musique différemment et au point qu'elle soit un bruit gênant. Donc, ce n'est quand même pas l'anédonie parce que là, il y a zéro plaisir. Mais là, vraiment, on parle que pour eux, c'est une gêne, un plaisir, les dysmusicaux, et qui on retrouve dans cette catégorie des grands noms ? Theodore Roosevelt, rien que lui, un président américain, donc Che Guevara, le révolutionnaire, et un écrivain, Vladimir Nabokov. Donc c'est quand même des personnes qui avaient une grande intelligence et beaucoup de qualité. Eh bien donc, ils étaient affectés quand même par cette condition. Donc on voit que ça peut affecter un petit peu tout le monde. C'est pas comme... une personne qui aura déjà des troubles, qui aurait cette autre série de troubles-là. Eux la voyaient comme un bruit gênant, la musique, dans le fond. Ça, la dysmusie, c'est vraiment le bruit gênant. Ouais. Là, coupe-moi la musique. C'est ça. Coupe-moi la musique. Si vous avez déjà eu des gens comme ça, où ça les gêne vraiment, coupe-moi la musique. Ouais. Alors que moi, si j'écoute... par exemple, une bonne tune, j'étudie beaucoup mieux, par exemple, dépendant du rythme ou quoi. Donc, il y a des gens qui sont incapables, mais d'autres gens, ça leur prend ça leur prend un environnement musical. Exact. Ouais. Et alors, en tout dernier, là, j'en parle un petit peu, même si ce qu'on appelle la misophonie, les gens entendent beaucoup parler de ça quand même. Misophonie, ça concerne l'ensemble des sons, parce qu'on entend phonie dedans, d'accord ? Ouais. Ça veut dire que tous les gens vont être irrités et vont pas supporter un bruit quelconque. Ça peut être, c'est connu pour les gens qui mâchent en face d'eux, ils supportent pas les gens qui mâchent, ou ils supportent pas quelqu'un qui va jouer avec son stylo, ou des bruits de ronflement, mais... même de quelqu'un d'autre dans un train, pas du conjoint, d'accord ? Ouais. Et donc, et même à très faible intensité, ils ne supportent pas, ça leur pose du stress, ça leur donne de l'anxiété, et ces gens-là, par contre, leur propre bruit ne les gêne pas du tout, donc c'est important à connaître les comme autres, différence. C'est le problème. Voilà, ils ne sont pas gênés. Ouais. Donc, on voit quand même que, je vous parle de résultats d'études, ça remet totalement en question l'idée que la musique, c'est tout le monde qui l'aime, ça concerne tout le monde. Oui, c'est très important dans toutes les cultures du monde, en tout cas dans la plupart des cultures que je connais, c'est très important. Mais, eh bien,
on va apprécier la musique différemment maintenant. Parce qu'on va se rendre compte que c'est pas pour tout le monde et ça dépend de la manière dont votre cerveau est câblé. Est-ce qu'il a ses circuits de récompense ou est-ce qu'il est déconnecté de manière auditive du circuit de récompense et donc ça va pas arriver. Donc, par contre, ici, comme on parle de santé mentale, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs n'ont encore à ce jour fait aucun lien entre l'anédonie musicale, donc vraiment le non-plaisir à écouter de la musique, avec les maladies mentales, que ce soit la dépression ou la schizophrénie, par exemple. Donc, ils n'ont fait aucun lien entre les gens qui possédaient ces conditions. Voilà. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Oui, merci Catherine. On aura les références, comme d'habitude, quelques références sur ça, sur Tout le monde n'aime pas la musique, dans notre site web, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie Douce. Merci Catherine Sassin. On a appris donc que tout le monde n'aime pas la musique. Oh oui. Effectivement. À la prochaine. Salut, bye. Au revoir. De retour au micro à Folie Douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale. De retour au micro avec Pierre et son sujet, vivre le moment présent, que tu as débuté plus tôt dans l'émission. Oui. Et je faisais la lecture d'un article qui s'appelait « Vivre le moment présent, comment j'ai appris à ne plus me projeter dans le futur » par une dame du nom de Aisha Khan. Et on voit que cette dame a été beaucoup transformée, si on peut dire, lors de la COVID qu'on a vécu il y a quelques années. Ben oui, cet événement historique qui a changé bien des gens, oui, pour le mieux et pour le moins bien. Peut-être un peu de tout le monde en quelque part. Tout le monde, oui. On a évolué d'une certaine façon. Oui. Alors, cette Madame Aisha Khan nous termine en nous disant « Sans futur à prédire ou à organiser, je manquerais dans le présent. Tout ce qui m'entourait était en effet présent depuis le début. J'ai réussi à l'immortaliser d'une manière que je n'avais jamais pu faire auparavant. » En effet, elle est devenue d'ailleurs photographe, d'après ce qu'elle nous dit. Ouais. Elle nous dit, au lieu d'essayer de capturer l'image de quelque chose qui semblait authentique, j'ai commencé à prendre des photos de moments tels quels. Elle nous dit maintenant, tout en m'adaptant à ma nouvelle normalité, résidant dans une autre ville, vivant de nouvelles expériences et rencontrant de nouvelles personnes, je peux profiter du présent au lieu d'essayer de prédire l'avenir. Elle termine en nous disant « L'anxiété face à l'avenir est toujours présente, mais elle est atténuée lorsque je me rends compte qu'un jour l'avenir sera le présent et que j'aurai été occupé à en tirer le meilleur parti en cultivant une perspective qui me sera bénéfique aujourd'hui et pour toujours. » On est plus entier quand on vit le présent. On est plus là, en fait, dans les moments. On se souvient probablement plus de ce qu'on fait aussi. Là. Sûrement. Dans un autre article que j'ai trouvé sur Internet, c'est un article qui s'appelle « Rester dans le moment présent, 15 trucs pour y arriver ». On aime toujours ça. Prenez des notes. C'est toujours bon, les trucs. Oui, c'est écrit, ça j'ai pris ça sur le site Nouveau Moi. C'est écrit par une dame, une Québécoise, du nom de Nadine Deschenaux. Cette dame est une auteure, journaliste et blogueuse qui vient de Greenfield Park. Elle avait publié une quarantaine de titres pour la jeunesse. On n'a pas son adresse? Non. Ça, c'est pas dit. Je n'ai pas son adresse. La ville. Okay. Non, oui. Alors, dont elle avait fait une série à succès il y a quelques années qui s'appelle « Les secrets du divan rose ». Alors, cette Madame Deschenaux donc, nous propose 15 façons de vivre le moment présent. Elle nous dit, premièrement, faites une liste. Une liste de trucs à faire est un bon moyen pour ne pas vous éparpiller et rester concentré sur ce que vous devez accomplir durant la journée sans penser au lendemain. Deuxièmement, elle nous dit, dites merci. Prenez un crayon et un papier et écrivez spontanément 3 choses que vous avez et qui vous font sentir bien. Troisièmement, fermez les yeux. Votre esprit roule trop vite. Prenez le temps de fermer les yeux pour vous couper du monde et prenez une dizaine de profondes respirations. Quatrièmement, écoutez votre chanson préférée. Placez vos écouteurs sur vos oreilles et écoutez votre chanson préférée autant de fois que vous en avez besoin. Et revenez du même coup dans le moment présent. Cinquièmement, isolez-vous. La nervosité vous gagne parce que vous êtes pris dans un tourbillon de souvenirs ou parce que les émotions vous gagnent. Isolez-vous.
fermez la porte de votre bureau et réfugiez-vous dans une cabine de toilette. Sortez prendre une marche, tout pour changer de décor. Et si possible, tout seul. Vous pouvez pleurer un bon coup et revenir ensuite, les deux pieds dans le moment présent. Sixièmement, entourez-vous de citations. Collectionnez les belles pensées sur des post-it sur votre bureau, sur vos murs, sur des signets dans vos livres, etc. Septièmement, respirez. Quand vous êtes bouleversé, autant par le passé ou le futur, votre respiration s'accélère. Pour vous calmer et revenir au moment présent, faites des exercices de respiration, comme ceux qu'on appelle la cohérence cardiaque. 3 fois par jour, vous prenez 6 respirations par minute durant 5 minutes. Ça vous force à respirer un peu plus lentement. Ouais. Vous pouvez aussi trouver des applications sur vos téléphones intelligents. Huitièmement, tous vos sens en éveil. Pour revenir dans l'instant présent, faites appel à vos sens. Complétez la phrase qui commence par exemple par « je sens » ou « je vois » ou « j'entends », etc. Neuvièmement, comme un enfant, essayez d'imiter les enfants. Ceux-ci ne se soucient pas de demain ou d'hier. Ils apprécient le moment qu'ils vivent pour ce qu'il est, sans se soucier de rien d'autre que d'avoir du plaisir. Et si vous faisiez comme eux. Dixièmement, avoir une mantra, c'est-à-dire trouver des mantras à répéter quand vous sentez que vos émotions déraillent vers l'avant ou vers l'arrière. Des suggestions? Ici, là, maintenant, par exemple. Ou encore, on peut se dire « je mets les pieds dans ce moment ». Ou encore « je suis là ». Et ensuite, 11e, un fond d'écran. Choisissez un fond d'écran sur votre ordi apaisant qui vous aide à retrouver votre calme, peu importe ce qui vous arrive. Il vous servira d'image sur laquelle poser vos yeux en récitant des mantras. 12e, une chose à la fois. Même si ce n'est pas facile, efforcez-vous de faire une seule chose à la fois pour éviter de vous déconcentrer et d'être contre-productif. En n'effectuant qu'une seule tâche, vous faites en sorte que votre esprit reste bien dans le moment présent. 13e, un pas hors de soi. Regardez-vous comme si vous vous voyiez sur un écran de télévision dans votre téléroman préféré. Essayez de vous imaginer ce que vous penseriez de ce personnage. Je dois m'arrêter ici. Yvan. Bon, on va mettre la référence de ce texte-là si les gens veulent lire les 2 derniers, en fait. Merci beaucoup, Pierre, donc, pour cette chronique « Vivre le moment présent ». Vous aimeriez réentendre nos émissions Entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Avant de terminer cet épisode de Folie douce, merci beaucoup Pierre pour ton travail en régie comme à chaque semaine. Bienvenue mon cher. Merci aussi pour ton sujet à l'espresso et à l'espresso allongé, vivre le moment présent. Ce qu'on fait actuellement. On essaye. Oui, on fait notre épisode de Folie douce maintenant. Merci pour tout ça. Notre invité en début d'émission, Narlé Denis, nous a présenté le groupe Harmonie et notre collaboratrice Catherine Stassin était des nôtres. Son sujet, tout le monde n'aime pas la musique. C'est donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.